Mais si vous voulez, on va continuer comme si de rien n'était. Oui, alors, à partir de cette année, je voudrais commencer l'étude de quelque chose que j'avais appelé comme ça un petit peu en l'air le biopouvoir, c'est-à-dire cette série de phénomènes qui me paraît assez important, à savoir l'ensemble des mécanismes par lesquels ce qui, dans l'espèce humaine, constitue ses traits biologiques fondamentaux, va pouvoir entrer à l'intérieur d'une politique, d'une stratégie politique, d'une stratégie générale de pouvoir. Autrement dit, comment les sociétés occidentales modernes, à partir du XVIIIe siècle, ont repris en compte le fait biologique fondamental que l'être humain constitue une espèce humaine. Bon, c'est en gros ça que j'ai appelé comme ça le biopouvoir. Alors d'abord, si vous voulez, un certain nombre de propositions au sens d'indications de choix, ce ne sont ni des principes, ni des règles, ni des théorèmes, comme ça. Premièrement, l'analyse de ces mécanismes de pouvoir qu'on a commencé il y a quelques années, on poursuit maintenant, l'analyse de ces mécanismes de pouvoir n'est en aucune manière une théorie générale de ce qu'est le pouvoir. Ce n'en est ni une partie, ni même un début. Il s'agit simplement, dans cette analyse des mécanismes de pouvoir, de savoir par où ça passe, comment ça se passe, entre qui et qui, entre quel point et quel point, selon quel procédé et avec quels effets. Donc, ça ne pourrait être tout au plus, et ça ne voudrait être tout au plus, qu'un début de théorie, non pas de ce qu'est le pouvoir, mais du pouvoir, à la condition qu'on admette que le pouvoir, ce n'est pas justement une substance, un fluide, quelque chose qui découlerait de ceci ou de cela, mais simplement dans la mesure où on admettrait que le pouvoir, c'est un ensemble de mécanismes et de procédures qui ont pour rôle, fonction et terme, même s'ils ne parviennent pas à assurer justement le pouvoir. C'est un ensemble de procédures, et c'est comme cela, et comme cela seulement, qu'on pourrait entendre que l'analyse des mécanismes de pouvoir amorce quelque chose comme une théorie du pouvoir. Deuxième indication de choix, ceci. Ces relations, cet ensemble de relations, ou plutôt mieux, cet ensemble de procédures qui ont pour rôle d'établir, de maintenir, de transformer les mécanismes de pouvoir, eh bien ces relations ne sont pas autogénétiques, elles ne sont pas autosubsistantes, elles ne sont pas fondées sur elles-mêmes. Le pouvoir ne se fonde pas sur soi-même et il ne se donne pas à partir de lui-même. Si vous voulez plus simplement, il n'y aurait pas des relations de production plus à côté, au-dessus, venant après coup pour les modifier, perturber, rendre plus consistantes, plus cohérentes, plus stables des mécanismes de pouvoir. Il n'y aurait pas, par exemple, des relations de type familial avec, en plus, des mécanismes de pouvoir. Il n'y aurait pas des relations sexuelles avec, en plus, à côté, au-dessus, etc., des mécanismes de pouvoir. Les mécanismes de pouvoir font partie intrinsèque de toutes ces relations. Ils en sont circulairement l'effet et la cause, même si, bien sûr, entre les différents mécanismes de pouvoir que l'on peut trouver dans les relations de production, relations familiales, relations sexuelles, etc., même si entre ces différents mécanismes de pouvoir, il est possible de trouver des coordinations latérales, des subordinations hiérarchiques, des isomorphismes, des identités ou analogies techniques, des effets d'entraînement qui permettent de parcourir
d'une façon à la fois logique, cohérente et valable l'ensemble de ces mécanismes de pouvoir et de les ressaisir dans ce qu'ils peuvent avoir de spécifique à un moment donné, pendant une période donnée, dans un champ donné, etc. Troisièmement, l'analyse de ces relations de pouvoir peut bien sûr s'ouvrir sur amorcer quelque chose comme l'analyse globale d'une société. L'analyse de ces mécanismes de pouvoir peut aussi s'articuler sur l'histoire, par exemple, des transformations économiques. Mais après tout, ce que je fais, je ne dis pas ce pourquoi je suis fait, parce que je n'en sais rien, mais enfin ce que je fais, ce n'est après tout ni de l'histoire, ni de la sociologie, ni de l'économie. Mais c'est bien quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, pour des raisons simplement de fait, quelque chose qui a à voir avec la philosophie, c'est-à-dire avec la politique de la vérité, car je ne vois pas beaucoup d'autres définitions du mot philosophie, sinon celle-là. Il s'agit de la politique de la vérité. Eh bien, dans la mesure où il s'agirait de cela, et non de sociologie, non d'histoire, non d'économie, vous voyez que l'analyse des mécanismes de pouvoir, cette analyse a, dans mon esprit, pour rôle de montrer quels sont les effets de savoir qui sont produits dans notre société par les luttes, affrontements, combats, etc., qui s'y déroulent, et par les tactiques de pouvoir, qui sont les éléments de cette lutte. Quatrième indication, il n'y a pas, je crois, de discours théorique ou d'analyse, tout simplement, qui ne soit d'une manière ou d'une autre traversé ou sous-tendu par quelque chose comme un discours à l'impératif. Mais je crois que le discours qui consiste à dire, le discours impératif, qui dans l'ordre de la théorie consiste à dire aimer ceci, détester cela, ceci est bien, cela est mal, soyez pour ceci, méfiez-vous de cela, tout ça me paraît ne pas être autre chose, actuellement en tout cas, qu'un discours esthétique et qui ne peut trouver son fondement que dans des choix d'ordre esthétique. Quant au discours qui consiste à dire, le discours impératif, qui consiste à dire battez-vous contre ceci, et de telle et telle manière, eh bien, il me semble que c'est là un discours bien léger, dès lors qu'il est tenu à partir d'une chaire, d'une institution quelconque d'enseignement, ou même tout simplement sur une feuille de papier. De toute façon, la dimension de ce qu'il y a à faire ne peut apparaître, me semble-t-il, qu'à l'intérieur d'un champ de force réel, c'est-à-dire un champ de force que jamais un sujet parlant ne peut créer seul et à partir de sa parole. C'est un champ de force qu'on ne peut en aucune manière contrôler ni faire valoir à l'intérieur de ce discours. Les impératifs, par conséquent, qui sous-tendent l'analyse théorique qu'on est en train d'essayer de faire, puisqu'il faut bien qu'il y en ait un impératif. Eh bien, cet impératif, je voudrais qu'il soit simplement un impératif conditionnel, du genre de celui-ci. Si vous voulez lutter, voici quelques points clés, voici quelques lignes de force, voici quelques verrous et quelques blocages. Autrement dit, je voudrais que ces impératifs ne soient rien d'autre que des indicateurs tactiques. À moi de savoir, bien sûr, et ceux qui travaillent en même sens, à nous par conséquent de savoir sur quel champ de force réel on se repère pour faire une analyse qui serait efficace en termes tactiques. Mais après tout, c'est là le cercle de la lutte et de la vérité, c'est-à-dire justement de la pratique philosophique. Enfin, un cinquième point et dernier, ce rapport, je crois, sérieux et fondamental entre la lutte et la vérité, qui est la dimension même sur laquelle, depuis des siècles et des siècles, se déroule la philosophie. Eh bien, ce rapport sérieux et fondamental entre la lutte et la vérité, je crois qu'il ne fait rien d'autre que de se théâtraliser, se décharner, perdre son sens et son efficace
dans les polémiques qui sont intérieures au discours théorique. Je ne proposerai donc en tout ceci qu'un seul impératif, mais celui-là sera catégorique et inconditionnel, ne faire jamais de politique. Eh bien, je voudrais maintenant commencer ce cours. Donc là, ça s'appelle sécurité, territoire, population. Première question, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut entendre par sécurité? Et c'est à cela que je voudrais consacrer cette heure, et peut-être la suivante, enfin cela, la lenteur ou la rapidité de ce que je dirais. Bon, un exemple, plutôt une série d'exemples. Un exemple plutôt modulé en 3 temps. C'est très simple, c'est très enfantin, mais on va commencer par là. Je crois que ça permet d'éclairer un certain nombre de choses. Soit une loi pénale tout à fait simple, en forme d'interdit, disons, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, bon, avec son châtiment. Son châtiment, disons, la pendaison, ou bien le bannissement, ou bien la vente. Bon, première chose. Deuxième modulation, la même loi pénale, toujours tu ne voleras pas, toujours assortie d'un certain nombre de châtiments si on enfreint cette loi, mais cette fois, l'ensemble se trouve encadré, d'une part, par toute une série de surveillances, contrôles, regards, quadrillages divers, qui permettent de repérer, avant même que le voleur ait volé, s'il ne va pas voler, etc. Et puis de l'autre côté, à l'autre extrémité, le châtiment n'est pas simplement ce moment spectaculaire, définitif de la pendaison, de l'amende ou du bannissement, mais ça va être une pratique comme l'incarcération, avec sur le coupable toute une série d'exercices, travail de transformation sous la forme de, tout simplement ce qu'on appelle les techniques pénitentiaires, travail obligatoire, moralisation, correction, etc. Bon, troisième modulation, même, à partir de la même matrice, soit la même loi pénale, soit également des châtiments, soit le même type d'encadrement en forme de surveillance d'un côté et de correction de l'autre, mais cette fois, l'application de cette loi pénale, l'aménagement de la prévention, l'organisation du châtiment correctif, tout ça va être commandé par une série de questions qui vont être des questions du genre suivant. Par exemple, quel est le taux moyen de la criminalité de ce genre? Comment statistiquement est-ce qu'on peut prévoir qu'il y aura telle et telle quantité de vols à un moment donné, dans une société donnée, dans une ville donnée, à la ville, à la campagne, dans les couches sociales, etc. Deuxièmement, y a-t-il des moments, des régions, des systèmes pénaux qui sont tels que ce taux moyen va être augmenté ou diminué? Est-ce que les crises, les famines, les guerres, est-ce que les châtiments rigoureux ou au contraire les châtiments adoucis vont modifier quelque chose à ces proportions? Autre question encore, cette criminalité, soit le vol par conséquent, ou à l'intérieur du vol tel ou tel type de vol, combien est-ce que ça coûte à la société, quel dommage est-ce que ça produit, quel manque à gagner, etc. Autre question encore, la répression de ce vol, de ces vols, qu'est-ce qu'elle coûte? Est-ce qu'il est plus coûteux d'avoir une répression sévère et rigoureuse, une répression lâche, une répression de type exemplaire et discontinue, une répression continue au contraire? Bon. Quel est donc le coût comparé et du vol et de sa répression? Qu'est-ce qu'il vaut mieux relâcher, un peu le vol ou un peu la répression? Bon. Autre question encore. Le coupable, une fois qu'on le tient, est-ce que ça vaut la peine qu'on le punisse? Qu'est-ce que ça coûterait de le punir? Qu'est-ce qu'il faudrait faire
pour le punir et en le punissant, le rééduquer. Est-ce qu'effectivement, il est rééducable? Est-ce qu'il présente, indépendamment de l'acte même qu'il a commis, un danger permanent, de sorte que, rééduqué ou pas, il recommencerait, etc. D'une façon générale, la question qui se pose sera de savoir comment maintenir au fond un type de criminalité, soit le vol, à l'intérieur de limites qui soient socialement et économiquement acceptables et autour d'une moyenne qu'on va considérer comme, disons, optimale pour un fonctionnement social. Bon, eh bien, ces trois modalités me paraissent caractéristiques de différentes choses qu'on a pu étudier ou celles que je voudrais maintenant étudier. La première forme, bon, vous la connaissez, celle qui consiste à poser une loi et à fixer une punition à celui qui l'enfreint. C'est le système du code légal, avec partage binaire entre le permis et le défendu, et un couplage, en quoi précisément consiste le code? Le couplage entre un type d'action interdit et un type de punition. Bon. Donc, c'est le mécanisme légal ou juridique. Le deuxième mécanisme, la loi encadrée par des mécanismes de surveillance et de correction, je n'y reviens pas bien sûr, c'est le mécanisme disciplinaire. C'est le mécanisme disciplinaire qui va se caractériser par le fait qu'à l'intérieur du système binaire du code apparaît un troisième personnage qui est le coupable, et en même temps, en dehors, outre l'acte législatif qui pose la loi, l'acte judiciaire qui punit le coupable, et bien toute une série de techniques adjacentes, policières, médicales, psychologiques, etc., qui relèvent de la surveillance, du diagnostic, de la transformation éventuelle des individus, etc. Tout ça, on a. Eh bien, la troisième forme, c'est celle qui caractériserait non plus le code légal, non plus le mécanisme disciplinaire, mais le dispositif de sécurité, c'est-à-dire l'ensemble de ces phénomènes que je voudrais maintenant étudier. Dispositif de sécurité qui va, pour dire les choses de façon alors absolument globale, insérer le phénomène en question, à savoir le vol, à l'intérieur d'une série d'événements probables. Deuxièmement, on va insérer les réactions du pouvoir à l'égard de ce phénomène dans un calcul qui est un calcul de coût. Et enfin, troisièmement, au lieu d'instaurer un partage binaire entre le permis et le défendu, on va fixer d'une part une moyenne considérée comme optimale, et puis fixer des limites de l'acceptable, au-delà desquelles il ne faudra plus que ça se passe. C'est donc toute une autre distribution des choses et des mécanismes qui s'esquissent ainsi. Bon. Pourquoi j'ai pris cet exemple très enfantin? Pour tout de suite souligner deux ou trois choses où je voudrais qu'elles soient bien claires. Pour nous tous, pour moi le premier, bien sûr. Bon, en apparence, si vous voulez, je vous ai donné là un espèce de schéma historique tout à fait décharné. Système légal, c'est le, disons, type de le fonctionnement pénal archaïque, celui qu'on connaît depuis le Moyen-Âge jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Le second, eh bien, c'est celui qu'on pourrait appeler moderne, qui est mis en place à partir du XVIIIe siècle. Et puis le troisième, c'est le système, disons, contemporain, celui dont la problématique a commencé à apparaître finalement assez tôt, mais qui est en train de s'organiser actuellement autour des nouvelles formes de pénalité et du calcul du coût des pénalités. Les techniques américaines, mais aussi européennes qu'on trouve maintenant. Bon, en fait, à caractériser les choses ainsi, disons, l'archaïque, l'ancien, le moderne et le contemporain, je crois qu'on montre l'essentiel. On montre l'essentiel d'abord. Bien sûr, parce que ces modalités anciennes dont je parlais, ces modalités anciennes, bien sûr, impliquent celles qui apparaissent comme plus nouvelles. Au fond, dans le système juridico-légal, celui qui fonctionnait, dominait en tout cas, jusqu'au XVIIIe siècle, il est absolument évident que le côté disciplinaire était loin d'être absent.
puisqu'après tout, quand on imposait à un acte, même et surtout s'il était en apparence de peu d'importance et de peu de conséquences, lorsqu'on imposait un châtiment dit exemplaire, c'était bien précisément que l'on voulait obtenir un effet correctif, sinon sur le coupable lui-même, car si on le pendait, la correction était faible pour lui. En revanche, la correction, l'effet correctif, était évidemment adressé au reste de la population. Et dans cette mesure-là, on peut dire que la pratique du supplice, comme exemple, était une technique corrective et disciplinée. De même que dans le même système, lorsque l'on punissait le vol domestique d'une façon extraordinairement sévère, la peine de mort pour un vol très très peu d'importance, pourvu qu'il ait été commis à l'intérieur même d'une maison par quelqu'un qui y était reçu ou employé à titre de domestique, eh bien, il était évident qu'on visait là, au fond, un crime qui n'était important que par sa probabilité, et on peut dire que là aussi, il y avait quelque chose comme un mécanisme de sécurité qu'on avait mis en place. Bon, on pourrait prendre la même chose aussi à propos du système disciplinaire, qui aussi comporte toute une série de dimensions qui sont proprement de l'ordre de la sécurité. Au fond, lorsque l'on entreprend de corriger un détenu, un condamné, on essaie de le corriger en fonction des risques de rechute, de récidive qu'il présente, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on appellera très tôt sa dangerosité, c'est-à-dire là encore, mécanisme de sécurité. Donc, les mécanismes disciplinaires n'apparaissent pas simplement à partir du XVIIIe siècle, ils sont déjà présents à l'intérieur du code juridico-légal. Les mécanismes de sécurité, eux aussi, sont fort anciens comme mécanismes. Je pourrais dire aussi, à l'inverse, que si l'on prend le mécanisme de sécurité, tel qu'on essaie, les mécanismes de sécurité, tels qu'on essaie de les développer à l'époque contemporaine, il est absolument évident que ça ne constitue aucunement une mise entre parenthèses ou une annulation des structures juridico-légales ou des mécanismes disciplinaires. Au contraire, prenez par exemple ce qui se passe actuellement, toujours dans l'ordre pénal, à propos dans cet ordre de la sécurité. L'ensemble des mesures législatives, des décrets, des règlements, des circulaires, etc., qui permettent d'implanter des mécanismes de sécurité, cet ensemble est de plus en plus gigantesque. Après tout, le code légal sur le vol était relativement très simple. La tradition du Moyen-Âge et de l'époque classique. Reprenez maintenant tout l'ensemble de la législation qui va concerner non seulement le vol, mais le vol des enfants, le statut pénal des enfants, l'irresponsabilité pour des raisons mentales, de maladie mentale, etc. Tout l'ensemble législatif qui concerne ce qu'on appelle justement les mesures de sécurité, les surveillances des individus après leur punition, etc. Vous voyez qu'on a une véritable inflation légale, inflation du code juridico-légal pour faire fonctionner même ce système de sécurité. De la même façon, le corpus disciplinaire est lui aussi très largement activé et fécondé par la mise en place de ces mécanismes de sécurité. Car après tout, pour assurer en effet cette sécurité, on est obligé de faire appel, par exemple, et ce n'est qu'un exemple, à toute une série de techniques de surveillance des individus, de diagnostic de ce qu'ils sont, de classement de leur structure mentale, de leur pathologie propre, etc. Tout un ensemble disciplinaire qui foisonne sous les mécanismes de sécurité et pour les faire fonctionner. Donc, vous n'avez pas du tout une série dans lesquels les éléments vont se succéder les uns aux autres, ceux qui apparaissent faisant disparaître les précédents. Il n'y a pas l'âge du légal, l'âge du disciplinaire
l'âge de la sécurité. Vous n'avez pas des mécanismes de sécurité qui prennent la place des mécanismes disciplinaires et qu'elle aurait pris la place des mécanismes juridico-légaux. En fait, vous avez une série d'édifices complexes dans lesquels ce qui va changer, bien sûr, ce sont les techniques elles-mêmes qui vont, si vous voulez, se perfectionner ou en tout cas se compliquer, mais surtout, ce qui va changer, c'est la dominante, ou plus exactement, le système de corrélation entre les mécanismes juridico-légaux, les mécanismes disciplinaires et les mécanismes de sécurité. Autrement dit, vous allez avoir une histoire qui va être une histoire des techniques, proprement dite. Exemple, la technique cellulaire est une technique disciplinaire, la mise en cellule, une technique disciplinaire. Vous pouvez parfaitement en faire l'histoire, mais elle remonte très loin. Vous la trouvez déjà fort employée à l'âge du juridico-légal. Vous la trouvez employée pour les gens qui ont des dettes, vous la trouvez employée surtout dans l'ordre religieux, etc. Bon, cette technique cellulaire, alors vous en faites l'histoire, c'est-à-dire ses déplacements, son utilisation, vous voyez à partir de quel moment la technique cellulaire est employée, la discipline cellulaire est employée dans le système pénal commun, vous voyez comment quel conflit elle suscite, comment elle régresse, etc. Bon, vous pourriez faire aussi l'analyse de cette technique alors de sécurité, qui serait par exemple la statistique des crimes. La statistique des crimes est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui, ce n'est pas non plus quelque chose de très ancien. En France, c'est les fameux comptes du ministère de la Justice à partir de 1826 qui permettent la statistique des crimes. Donc vous pouvez faire l'histoire de ces techniques. Mais il y a une autre histoire, qui serait l'histoire de technologie, c'est-à-dire l'histoire beaucoup plus globale, mais bien entendu également beaucoup plus floue, des corrélations et des systèmes de dominante qui font que dans une société donnée, et pour tel et tel secteur donné, car ce n'est pas forcément toujours du même pas que dans tel ou tel secteur les choses vont évoluer, dans un moment donné, dans une société donnée, dans un pays donné, dans un moment donné, une technologie de sécurité, par exemple, va se mettre en place, reprenant en compte et faisant fonctionner à l'intérieur de sa tactique propre des éléments juridiques, des éléments disciplinaires, quelquefois même en les multipliant. On en a actuellement un exemple, si vous voulez, très net, toujours à propos de ce domaine de la pénalité. Il est certain que l'évolution toute contemporaine, non seulement de la problématique, de la manière dont on réfléchit la pénalité, mais également la manière dont on pratique la pénalité, il est clair que pour l'instant, depuis des années, une bonne dizaine d'années au moins, la question se pose essentiellement en termes de sécurité. Au fond, l'économie et le rapport économique entre le coût de la répression et le coût de la délinquance est la question fondamentale. Or, ce qu'on voit, c'est que cette problématique a amené une telle inflation dans les techniques disciplinaires, qui pourtant étaient mises en place depuis très longtemps, que le point où, sinon le scandale, du moins la friction est apparue, et où la blessure a été assez sensible pour provoquer des réactions violentes et réelles, ça a été cette multiplication disciplinaire. Autrement dit, c'est le disciplinaire qui, à l'époque même où les mécanismes de sécurité sont en train de se mettre en place, c'est le disciplinaire qui a provoqué, non pas l'explosion, qui n'avait pas eu d'explosion, mais du moins les conflits les plus manifestes et les plus visibles. Donc, ce que je voudrais essayer de montrer là au cours de cette année, les années suivantes aussi, ce que je voudrais essayer de montrer, c'est en quoi consiste cette technologie, ou quelques-unes de ces technologies disciplinaires, étant entendu que chacune d'entre elles
consiste pour une large part en la réactivation et la transformation des techniques juridico-légales et des techniques disciplinaires dont je vous avais parlé les années précédentes. Bon, autre exemple que je vais simplement esquisser ici, mais pour introduire un autre ordre de problème, ou pour, si vous voulez, généraliser le problème. Bon, là encore, c'est des exemples, je les prends là parce que c'est des exemples dont on a déjà parlé 100 fois et qui sont familiers. Soit, si vous voulez, l'exclusion de lépreux au Moyen-Âge, jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Bon, c'est une exclusion qui se faisait essentiellement, bien qu'il y ait eu d'autres aspects aussi, se faisait essentiellement par un ensemble, là encore juridique, de lois, de règlements, ensemble religieux aussi, de rituels, bon, qui amenait en tout cas un partage, et un partage de type binaire entre ceux qui étaient lépreux et ceux qui ne l'étaient pas. Bon. Deuxième exemple, celui de la peste. Là encore, je vous en avais parlé, donc je reviens très rapidement. Les règlements de peste, tels qu'on les voit formulés à la fin du Moyen-Âge, au XVIe et encore au XVIIe siècle, donnent une toute autre impression. Ils agissent tout autrement, ils ont une toute autre fin, et surtout de tout autre instrument. Il s'agit dans ces règlements de peste de quadriller littéralement les régions, les villes à l'intérieur duquel il y a la peste, avec réglementation indiquant aux gens quand ils peuvent sortir, comment, à quelles heures, ce qu'ils doivent faire chez eux, quel type d'alimentation ils doivent avoir, leur interdisant tel et tel type de contact, les obligeant à se présenter à des inspecteurs, à ouvrir la maison aux inspecteurs. On peut dire qu'on a là un système qui est de type disciplinaire. Troisième exemple, celui qu'on est en train d'étudier au séminaire actuellement, c'est-à-dire la variole, où, à partir du XVIIIe siècle et des pratiques d'inoculation, le problème se pose tout autrement, non pas tellement d'imposer une discipline, bien que la discipline sera appelée à la rescousse, mais le problème fondamental, ça va être de savoir combien de gens sont attaqués de variole, à quel âge, avec quels effets, quelle mortalité, quelle lésion, quelles séquelles, quel risque on prend à se faire inoculer, quelle est la probabilité selon laquelle un individu risquera de mourir ou d'être atteint de variole malgré l'inoculation, quels sont les effets statistiques sur la population générale. Bref, tout un problème qui n'est plus celui de l'exclusion comme dans la lèpre, qui n'est plus celui de la quarantaine comme dans la peste, qui va être le problème des épidémies et des campagnes médicales par lesquelles on essaie de juguler les phénomènes soit épidémiques, soit endémiques. Bon, là encore d'ailleurs, il suffit de voir l'ensemble législatif, les obligations disciplinaires que les mécanismes de sécurité modernes impliquent pour voir qu'il n'y a pas une succession loi, puis discipline, plus sécurité, mais la sécurité est une certaine manière d'ajouter, de faire fonctionner, en plus des mécanismes proprement de sécurité, les vieilles armatures de la loi et de la discipline. Dans l'ordre du droit, donc dans l'ordre de la médecine, et on pourrait multiplier les exemples, c'est bien pour cela que je vous ai citer cet autre, vous voyez qu'on trouve tout de même une évolution qui est un peu semblable, des transformations un petit peu de même type dans les sociétés, disons comme les nôtres, occidentales. Il s'agit de l'émergence de technologies de sécurité à l'intérieur, soit de mécanismes qui sont proprement des mécanismes de contrôle social, comme dans le cas de la pénalité, soit des mécanismes qui ont pour fonction de modifier quelque chose à l'équipement ou au destin biologique de l'espèce. Alors, est-ce qu'on peut dire, et c'est là, si vous voulez, l'enjeu de ce que je voudrais analyser un petit peu, peut-on dire que dans nos sociétés, l'économie générale de pouvoir est en train de devenir de l'ordre de la sécurité? Est-ce que, je voudrais donc, si vous voulez,
faire ici une sorte d'histoire des technologies de sécurité et essayer de repérer si on peut effectivement parler d'une société de sécurité. En tout cas, sous ce mot de société de sécurité, je voudrais simplement repérer, savoir s'il y a effectivement une économie générale de pouvoir qui a la forme, ou qui est dominée en tout cas par la technologie de sécurité. Bon, alors, quelques traits généraux de ces dispositifs de sécurité. Je voudrais en repérer 4, je ne sais pas combien. Enfin, j'ai toujours commencé à vous en analyser quelques-uns. Premièrement, je voudrais étudier un petit peu, comme ça, en survol, ce qu'on pourrait appeler les espaces de sécurité. Deuxièmement, étudier le problème du traitement de l'aléatoire. Troisièmement, étudier la forme de normalisation qui est spécifique à la sécurité et qui ne me paraît pas du même type que la normalisation disciplinaire. Et enfin, arriver à ce qui va être le problème précis de cette année, savoir la corrélation entre la technique de sécurité et la population, comme à la fois objet et sujet de ces mécanismes de sécurité. C'est-à-dire l'émergence non seulement de cette notion, mais de cette réalité de la population, qui est au fond une idée et une réalité sans doute absolument moderne par rapport au fonctionnement politique, mais également par rapport au savoir et à la théorie politique antérieure au XIXe siècle. Bon, alors premièrement, si vous voulez, en gros, les questions d'espace. On pourrait dire, comme ça, au premier regard, d'une façon un peu schématique, la souveraineté s'exerce dans les limites d'un territoire, la discipline s'exerce sur le corps des individus, et enfin, la sécurité s'exerce sur l'ensemble d'une population. Limite du territoire, corps des individus, ensemble de population. Bon, ben oui, mais c'est pas ça, et je crois que ça ne colle pas. Ça ne colle pas, d'abord parce que le problème des multiplicités est un problème que l'on rencontre déjà à propos de la souveraineté et à propos de la discipline. La souveraineté, s'il est vrai que la souveraineté s'inscrit et fonctionne essentiellement dans un territoire, et qu'après tout, l'idée d'une souveraineté sur un territoire non peuplé est une idée juridiquement et politiquement non seulement acceptable, mais parfaitement acceptée et première. De fait, l'exercice de la souveraineté dans son déroulement effectif, réel, quotidien, implique bien entendu toujours une certaine multiplicité, mais qui va être justement traitée comme la multiplicité soit de sujets, soit la multiplicité d'un peuple. Bon. La discipline également. Bien sûr, elle s'exerce sur le corps de l'individu, mais j'ai essayé de vous montrer comment, en fait, l'individu n'est pas, dans la discipline, la donnée première sur laquelle elle s'exercerait. Il n'y a de discipline que dans la mesure où il y a une multiplicité et une fin, ou un objectif, ou un résultat à obtenir à partir de cette multiplicité. La discipline scolaire, la discipline militaire, la discipline pénale aussi, la discipline dans les ateliers, la discipline ouvrière, tout ça est une certaine manière de gérer la multiplicité, de l'organiser, d'en fixer les points d'implantation, les coordinations, les trajectoires latérales ou horizontales, les trajectoires verticales et pyramidales, la hiérarchie, etc. Et l'individu est beaucoup plutôt une certaine manière de découper la multiplicité, une discipline, que le matériau premier à partir duquel on la bâtit. La discipline est un mode d'individualisation des multiplicités et non pas quelque chose qui, à partir d'individus travaillés d'abord à titre individuel, construirait ensuite une sorte d'édifice à éléments multiples.
Après tout, la souveraineté, la discipline, comme bien sûr la sécurité, ne peuvent avoir affaire qu'à des multiplicités. Et d'autre part, les problèmes d'espace sont également communs à tous les trois, en ce sens que pour la souveraineté, ça va de soi, puisque c'est d'abord comme quelque chose qui s'exerce à l'intérieur du territoire que la souveraineté apparaît, mais la discipline implique une répartition spatiale, et je crois que la sécurité également, et c'est de cela justement, de ces traitements différents de l'espace par la souveraineté, la discipline et la sécurité que je voudrais vous parler maintenant. On va prendre là encore une série d'exemples. Je prends bien entendu dans le cas des villes, et en faisant allusion simplement, parce que là encore il s'agit d'un... La ville était en XVIIe siècle encore, début du XVIIIe aussi, essentiellement caractérisée d'une part par une spécificité juridique et administrative qui l'isolait ou la marquait d'une façon très singulière par rapport aux autres étendues et espaces du territoire. Deuxièmement, la ville se caractérisait par un enfermement à l'intérieur d'un espace muré et resserré dans lequel la fonction militaire était loin d'être la seule. Et enfin, elle se caractérisait par une hétérogénéité économique et sociale très marquée par rapport à la campagne. Bon, or, tout ceci a suscité au 7e, 18e siècle toute une masse de problèmes liés au développement des États administratifs pour lesquels la spécificité juridique de la ville posait un problème difficile à résoudre. Deuxièmement, la croissance du commerce, puis au XVIIIe siècle de la démographie urbaine, posait le problème de son resserrement et de son enfermement à l'intérieur des murs. Le développement aussi des techniques militaires posait ce même problème. Et enfin, toute la nécessité d'échanges économiques permanents entre la ville et son entourage immédiat pour la subsistance, son entourage lointain pour ses relations commerciales, tout ceci rendait l'enfermement de la ville, son enclavement de la ville, en faisait un problème. Et en gros, ce dont il s'agit, c'est bien ce désenclavement spatial, juridique, administratif, économique de la ville. C'est de ça qu'il s'est agi au XVIIIe siècle. Replacer la ville dans un espace de circulation. Bon, je vous renvoie, si vous voulez, sur ce point à une étude extraordinairement complète et parfaite, puisqu'elle est faite par un historien. C'est l'étude de Jean-Claude Perrault sur la ville de Caen au XVIIIe siècle, où il montre que le problème de la ville, c'était essentiellement et fondamentalement un problème de circulation. Bon. Soit un texte du milieu du XVIIe siècle qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Alexandre Lemaître sous le titre « La métropolité ». Cet Alexandre Lemaître était un protestant qui avait quitté la France avant même la révocation de l'édit de Nantes et qui était devenu, le mot est important, ingénieur général de l'électeur de Brandebourg. Et il a dédié son livre, La métropolité, au roi de Suède, le livre ayant été édité à Amsterdam. Ceci, protestant, Prusse, Suède, Amsterdam, n'est pas absolument sans signification dans tout ça. Et le problème de la métropolité, traite dans ce sens-là de métropolité, c'est faut-il qu'il y ait une capitale dans un pays et en quoi cette capitale doit-elle consister? Eh bien, l'analyse que fait Lemaître est celle-ci. Il dit l'État est composé en fait de trois éléments, trois ordres, trois États même, dit-il, les paysans, les artisans, et ce qu'il appelle le tiers ordre ou le tiers État, et qui est curieusement le souverain et les officiers qui sont au service du souverain. Bon. Eh bien, par rapport à ces trois éléments, l'État doit être comme un édifice.
les fondations d'édifices, celles qui sont dans la terre et sous la terre, qu'on ne voit pas mais qui assurent la solidité de l'ensemble, eh bien ces fondations, c'est bien sûr les paysans. Les parties communes, les parties de service de l'édifice, c'est bien entendu les artisans. Quant aux parties nobles, aux parties d'habitation et de réception, c'est les officiers du souverain et le souverain lui-même. Donc, à partir de cette métaphore, vous voyez, architecturale, le territoire doit lui aussi comprendre ses fondations, ses parties communes et ses parties nobles. Fondation, ça va être les campagnes. Et dans les campagnes, pas besoin de vous dire que doivent habiter tous les paysans et rien que les paysans. Deuxièmement, dans les petites villes, doivent habiter tous les artisans et rien que les artisans. Et enfin, dans la capitale, partie noble de l'édifice de l'État, dans la capitale, doivent habiter le souverain, ses officiers et ceux des artisans et commerçants qui sont indispensables au fonctionnement même de la cour et de l'entourage du souverain. Le rapport entre cette capitale et le reste du territoire, le maître le perçoit de différentes façons. Ça doit être un rapport géométrique, en ce sens qu'un bon pays, c'est un pays en somme qui a la forme du cercle, et c'est bien au centre du cercle que la capitale doit se trouver. Une capitale qui serait au bout d'un territoire allongé ou biscornu n'aurait pas, par rapport à ce territoire, ne pourrait pas exercer toutes les fonctions qu'il doit exercer. En effet, et c'est là où le second rapport apparaît, il faut que ce rapport de la capitale au territoire soit un rapport esthétique et symbolique. La capitale doit être l'ornement même du territoire. Mais ça doit être aussi un rapport politique, en ceci que les ordonnances et les lois doivent avoir dans un territoire une sorte d'implantation que aucun petit coin du royaume n'échappe à ce réseau général des lois et ordonnances du souverain. La capitale doit aussi avoir un rôle moral, et c'est pourquoi, là pour les mêmes raisons, diffuser jusqu'au bout du territoire tout ce qui est nécessaire d'imposer aux gens quant à leur conduite et à leur manière de faire. La capitale doit donner l'exemple des bonnes mœurs. La capitale doit être l'endroit où les orateurs sacrés sont les meilleurs et se font le mieux entendre. Ça doit être également le siège des académies, puisque les sciences et la vérité doivent naître là pour se diffuser dans le reste du pays. Et enfin, un rôle économique, la capitale doit être le lieu du luxe, pour qu'elle constitue un lieu d'appel pour les marchandises qui viennent de l'étranger, et en même temps, elle doit être le point de redistribution par le commerce d'un certain nombre de produits fabriqués, manufacturés, etc. Bon, laissons, si vous voulez, de côté l'aspect proprement utopique de ce projet. Je crois qu'il est tout de même intéressant parce qu'il me semble qu'on y voit là une définition de la ville, une réflexion sur la ville, essentiellement en termes de souveraineté. C'est-à-dire que c'est le rapport de la souveraineté au territoire qui est essentiellement premier et qui sert de schéma, de grille, pour arriver à comprendre ce que doit être une ville, ce que doit être une ville capitale et comment est-ce qu'elle peut et doit fonctionner. Il est intéressant de voir comment, d'ailleurs, à travers cette grille de la souveraineté comme problème fondamental, on voit apparaître un certain nombre de fonctions proprement urbaines, fonctions économiques, fonctions morales et administratives, etc. Et ce qui est intéressant, enfin, c'est que le rêve de le maître, c'est de brancher l'efficacité politique de la souveraineté sur une distribution spatiale. Un bon souverain, c'est quelqu'un, que ce soit un souverain collectif ou individuel, un bon souverain, c'est quelqu'un qui est bien placé à l'intérieur d'un territoire, et un territoire qui est bien policé au niveau de son
son obéissance au souverain est un territoire qui a une bonne disposition spatiale. Eh bien, tout ceci, cette idée d'une efficacité politique de la souveraineté est liée à l'idée aussi d'une intensité des circulations, circulation des idées, circulation des volontés et des ordres, circulation commerciale aussi. Il faut, au fond, c'est là l'idée à la fois ancienne puisqu'il s'agit de la souveraineté et moderne puisqu'il s'agit de la circulation, il s'agit au fond pour le maître de superposer l'état de souveraineté, l'état territorial et l'état commercial. Il s'agit de les boucler et de les renforcer les uns par rapport aux autres. Inutile de vous dire qu'on est là, en cette période et en cette région de l'Europe, en plein mercantilisme, ou plutôt en plein caméralisme. C'est-à-dire, bien en effet, le problème de comment, à l'intérieur d'un système de souveraineté strict, assurer un développement économique maximal par le biais du commerce. En somme, ce dont parle le maître, problème de le maître, c'est celui-ci, comment assurer un État bien capitalisé, c'est-à-dire bien organisé autour d'une capitale, siège de la souveraineté et point central de circulation politique et commerciale. On pourrait, puisque après tout, le maître a été ingénieur général de l'électeur de Brandebourg, on pourrait voir la filiation qu'il y a entre cette idée d'un État, d'une province bien capitalisée, la filiation qu'il y a entre ceci et puis le fameux État commercial fermé et de fiche, c'est-à-dire toute l'évolution qu'il y a du mercantilisme caméraliste à l'économie nationale allemande du début du XIXe siècle. En tout cas, la ville capitale est dans ce texte pensée en fonction des rapports de souveraineté qui s'exercent sur un territoire. Je vais prendre maintenant un autre exemple. J'aurais pu le prendre également dans les mêmes régions du monde, c'est-à-dire cette Europe du Nord qui a été si importante dans les... Enfin, elle a toujours été, mais dans la pensée et dans la théorie politique du XVIIe siècle, toute cette région qui va de la Hollande à la Suède, autour de la mer du Nord et de la Baltique, etc. Je peux prendre des exemples. Christiana, en Göteborg, en Suède, vous aurez des exemples. J'en prends un en France. C'est donc là toute cette série des villes artificielles qui ont été construites, donc certaines en nord de l'Europe et un certain nombre aussi en France à l'époque de Louis XIII et Louis XIV. Je prends l'exemple d'une toute petite ville qui s'appelle le Richelieu, qui a été construite, vous le savez, aux confins de la Touraine et du Poitou, et qui a été construite à partir précisément de rien. Là où il n'y avait rien, on construit une ville. Et on l'a construit comment? Eh bien là, vous le savez, on utilise cette fameuse forme du camp romain, qui, à l'époque, venait d'être réutilisé à l'intérieur de l'institution armée, de l'institution des armées, institution militaire, comme instrument fondamental de la discipline. Au fin 16e, début 17e siècle, précisément dans les pays protestants, d'où l'importance de tout ça dans l'Europe du Nord, enfin bon, peu importe, on remet en vigueur la forme du camp romain en même temps que les exercices, la subdivision des troupes, les contrôles collectifs et individuels dans la grande entreprise de disciplinarisation de l'armée. Or, qu'il s'agisse de Christiana, qu'il s'agisse de Göteborg, qu'il s'agisse de Richelieu, c'est bien cette forme du camp qu'on utilise. La forme du camp est intéressante. En effet, dans le cas précédent, la métropolité de Lemaitre, l'aménagement de la ville était essentiellement pensé dans la catégorie plus générale, plus globale du territoire. C'était à travers ce macrocosme qu'on essayait de penser la ville, avec un espèce de répondant de l'autre côté, puisque l'État lui-même était pensé comme un édifice. Enfin, c'était tout ce jeu du macrocosme et microcosme qui traversait la problématique du rapport entre la ville, la souveraineté et le territoire. Là, dans le cas de ces villes construites sous
figure du camp, on peut dire que la ville est tout de même pensée d'abord, non pas à partir du plus grand qu'elle, le territoire, mais à partir du plus petit qu'elle, à partir d'une figure géométrique qui est une sorte de module architectural, à savoir le carré ou le rectangle, subdivisés eux-mêmes par des croix en d'autres carrés ou d'autres rectangles. Il faut tout de suite souligner que, dans le cas de Richelieu au moins, comme dans les camps bien aménagés et dans les bonnes architectures, cette figure, ce module qui est utilisé, ne met pas simplement en œuvre le principe de la symétrie. Bien sûr, il y a un axe de symétrie, mais qui est encadré et qui devient fonctionnel grâce à des dissymétries bien calculées. Dans une ville comme Richelieu, par exemple, vous avez une rue médiane, et puis, qui divise bien effectivement en deux rectangles, le rectangle même de la ville, et puis d'autres rues, dont certaines sont parallèles à cette rue médiane, dont d'autres sont perpendiculaires, mais qui sont à des distances différentes. Les unes sont plus rapprochées, les autres sont plus éloignées, de telle manière que la ville est bien subdivisée en rectangles, mais en rectangles dont les uns sont grands, les autres petits, avec une gradation du plus grand au plus petit. Et les plus grands rectangles, c'est-à-dire le plus grand espacement des rues, se trouvent à une extrémité de la ville, et les plus petits rectangles, le quadrillage le plus serré, est au contraire à l'autre extrémité de la ville. Du côté des plus grands rectangles, là où les croisillons sont larges, les mailles sont, les rues sont larges, eh bien, c'est là que les gens doivent habiter. Au contraire, là où le croisillon est beaucoup plus serré, eh bien, c'est là où il doit y avoir les commerces, les artisans, les boutiques. C'est là aussi où il doit y avoir les places où se tiendront les marchés. Et ce quartier du commerce, où on voit bien comment le problème de la circulation, plus il y a de commerce, plus il doit y avoir de circulation, plus il y a de commerce, plus il doit y avoir de surface sur la rue et de possibilité de sillonner la rue, bon, etc. Ce quartier du commerce est flanqué d'un côté par l'église, de l'autre par les halles. Et du côté des habitations, quartier d'habitation, là où les rectangles sont plus larges, eh bien, il y aura deux catégories de maisons. Les maisons qui vont donner sur la grande rue ou sur les rues parallèles à la grande rue, qui vont être des maisons d'un certain nombre d'étages, deux, je crois, avec des mansardes, et au contraire, dans les rues perpendiculaires, des plus petites maisons avec un seul étage, différence de statut social, différence de fortune, etc. Bon, je crois qu'on a là, dans ce schéma simple, lui aussi, on retrouve exactement le traitement disciplinaire des multiplicités dans l'espace, c'est-à-dire constitution d'un espace vide et fermé, à l'intérieur duquel on va construire des multiplicités artificielles qui sont organisées selon le triple principe de la hiérarchisation, la communication exacte des relations de pouvoir et des effets fonctionnels spécifiques avec cette distribution, par exemple, assurer le commerce, assurer l'habitation, etc. Dans le cas de Lemaître et de sa métropolité, il s'agissait en somme de capitaliser, entre guillemets, un territoire. Là, il va s'agir d'architecturer un espace. La discipline est de l'ordre du bâtiment. Bâtiment au sens large. Bon, et bien maintenant, troisième exemple, ce serait les aménagements réels des villes préexistantes, qui existaient effectivement au XVIIIe siècle. Et là, alors, on en a toute une série d'exemples. Je vais prendre, si vous voulez, l'exemple de Nantes, qui a été étudié en 1932, je crois, par quelqu'un qui s'appelle Pierre Lelièvre, qui a donné les différents plans de construction, d'aménagement de Nantes, ville importante, puisqu'elle est en plein développement commercial d'une part, et que d'autre part, ses relations avec l'Angleterre ont fait que le modèle anglais a été utilisé. Et le problème de Nantes, c'est bien entendu le problème de défaire les entassements, faire place aux nouvelles fonctions économiques et administratives, régler le problème avec des rapports avec la campagne environnante, et enfin prévoir la croissance. Bon, je passe sur le projet
bien charmant pourtant d'un architecte qui s'appelle Rousseau et qui avait l'idée de reconstruire Nantes autour d'une sorte de boulevard promenade qui aurait la forme d'un cœur. Oui, on y rêve. Oui, ça a tout de même une importance. On voit bien que le problème, c'était la circulation. C'est-à-dire que pour que la ville soit un argent parfait de circulation, il fallait que ça ait la forme d'un cœur qui assure la circulation du sang, etc. À la fois, ça fait rire, mais après tout, l'architecture de la fin du XVIIIe siècle, les Ledoux, etc., fonctionnera encore très souvent sur des principes comme ça. La bonne forme devant être le support de l'exercice exact de la fonction. Bon, en fait, les projets qui ont été réalisés n'ont pas été Nantes en forme de cœur, c'était des projets, un projet en particulier présenté par quelqu'un qui s'appelait Villiers de Vigny, et dans lequel il s'agissait non pas du tout de tout reconstruire, ni d'imposer une forme symbolique susceptible d'assurer la fonction, mais il s'agissait d'un certain nombre de choses précises et concrètes. Premièrement, percer des axes qui traversent la ville et des rues assez larges pour assurer 4 fonctions. Premièrement, l'hygiène, l'aération, dégager toutes ces espèces de poches où s'accumulaient les miasmes morbides dans les quartiers trop resserrés où les habitations étaient trop entassées, donc fonction d'hygiène. Deuxièmement, assurer le commerce intérieur de la ville. Troisièmement, articuler ce réseau de rues sur les routes extérieures de manière à ce que les marchandises de l'extérieur puissent arriver ou être expédiées, mais ceci sans abandonner les nécessités du contrôle douanier. Et enfin, ce qui était un des problèmes importants dans les villes au XVIIIe siècle, permettre la surveillance dès lors que la suppression des murailles rendues nécessaires par le développement économique faisait que l'on ne pouvait plus fermer les villes le soir ou surveiller exactement les allées et venues pendant la journée, et par conséquent, l'insécurité des villes était accrue par l'afflux de toutes les populations flottantes, mendiants, vagabonds, délinquants, criminels, voleurs, assassins, etc., qui pouvaient venir, comme chacun sait, de la campagne du bonheur. Bon, autrement dit, il s'agissait d'organiser la circulation, d'éliminer ce qui en était dangereux, de faire le partage entre la bonne et la mauvaise circulation, maximaliser la bonne circulation en diminuant la mauvaise. Il s'agissait donc également d'aménager les accès à l'extérieur, essentiellement pour ce qui est de la consommation de la ville et de son commerce avec le monde extérieur. On a organisé un axe de circulation avec Paris, on a aménagé l'Erdre par où venaient les bois de Bretagne avec lesquels on se chauffait. Et enfin, il s'est agi, dans ce plan de réaménagement de Vigny, de répondre à une question fondamentale et qui est paradoxalement assez nouvelle, c'est-à-dire comment intégrer à un plan actuel les possibilités de développement de la ville. Et ça a été tout le problème du commerce, des quais et de ce qu'on n'appelait pas encore les docks. La ville se perçoit elle-même comme étant en développement. Un certain nombre de choses, d'événements, d'éléments vont arriver ou se produire. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire face à l'avance à ce qu'on ne connaît pas exactement? Alors l'idée, c'est tout simplement d'utiliser les bords de la Loire et de construire des quais le plus grand possible le long de la Loire. Mais plus on allonge la ville, plus on va perdre le bénéfice de cette espèce de quadrillage clair, cohérent, etc. Est-ce qu'on va bien pouvoir administrer une ville dans laquelle l'étendue est si grande? Est-ce que la circulation va bien se faire dès lors qu'on va étendre la ville indéfiniment dans le sens de la longueur? Alors le projet de Vigny, c'était de construire des quais le long d'un des bords de la Loire, de laisser se développer un quartier, puis de construire, en s'appuyant sur des îles, des ponts
sur la Loire, et à partir de ce pont, de laisser se développer, de faire se développer un quartier en face du premier, de sorte que cet équilibre des deux bords de la Loire aurait évité l'allongement indéfini d'un des côtés de la Loire. Enfin, peu importe, si vous voulez, le détail même de l'aménagement prévu. Je crois qu'il est assez important, en tout cas qu'il est significatif pour un certain nombre de raisons. Premièrement, il ne s'agit plus du tout de construire à l'intérieur d'un espace vide ou vidé, comme dans le cas de ces villes, disons, disciplinaires, comme Richelieu, comme Christiana, etc. La discipline travaille dans un espace vide, artificiel, que l'on va construire entièrement. La sécurité, elle, va prendre appui sur un certain nombre de données matérielles. Elle va travailler avec, bien sûr, l'emplacement, elle va travailler avec le circuit des eaux, l'écoulement des eaux, avec les îles, avec l'air, etc. Donc, elle travaille sur un donné. Ce donné, il ne s'agit pas pour elle d'en le reconstruire de telle manière qu'on atteindrait un point de perfection comme dans une ville disciplinée. Il s'agit simplement de maximaliser les éléments positifs, que l'on circule le mieux possible, et de minimiser au contraire ce qui est risque et inconvénient, comme le vol, comme les maladies, etc., tout en sachant parfaitement qu'on ne les supprimera jamais. On travaille donc non seulement sur des données naturelles, mais on travaille aussi sur des quantités qui sont relativement compressibles, mais qui ne le sont jamais totalement. Ça ne peut jamais être annulé. On va donc travailler, si vous voulez, sur des probabilités. Troisièmement, ce qu'on va essayer d'organiser dans ces aménagements des villes, c'est des éléments qui se justifient par leur polyfonctionnalité. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne rue? C'est une bonne rue dans laquelle il va y avoir, bien sûr, une circulation de ce qu'on appelle les miasmes, donc les maladies, et il va falloir gérer la rue en fonction de ce rôle nécessaire, bien que très peu souhaitable, de la rue. La rue, ça va être aussi ce à travers quoi on porte les marchandises. Ça va être également ce le long de quoi il va y avoir les boutiques. La rue, ça va être aussi ce à travers quoi vont pouvoir passer les voleurs, éventuellement les émeutiers, etc. C'est donc toutes ces différentes fonctions de la ville, les unes positives, les autres négatives, mais c'est celles-là qu'il va falloir mettre en place dans l'aménagement. Enfin, le quatrième point important, c'est qu'on va travailler sur l'avenir, c'est-à-dire que la ville ne va pas être conçue ni aménagée en fonction d'une perception statique qui assurerait dans l'instant la perfection de la fonction, mais elle va s'ouvrir sur un avenir non exactement contrôlé ni contrôlable, non exactement mesuré ni mesurable, et le bon aménagement de la ville, ça va être précisément ça, tenir compte de ce qui peut se passer. Bref, je crois qu'on peut parler là d'une technique qui s'ordonne essentiellement au problème de la sécurité, c'est-à-dire, au fond, au problème de la série. Série indéfinie des éléments qui se déplacent, la circulation. Nombre X de chariots, nombre X de passants, nombre X de voleurs, nombre X de miasmes, etc. Série indéfinie des éléments qui se déplacent, série indéfinie des événements qui se produisent, tant de bateaux vont accoster, tant de chariots vont arriver, etc. Série indéfinie également des unités qui s'accumulent, combien d'habitants, combien de maisons, etc. Et c'est la gestion de ces séries ouvertes, et par conséquent qui ne peuvent être contrôlées que par une estimation de probabilité, c'est cela, je crois, qui caractérise assez essentiellement le mécanisme de sécurité. Disons, pour résumer tout ça, que alors que la souveraineté capitalise un territoire,
posant le problème majeur du siège du gouvernement, alors que la discipline architecture un espace et se pose comme problème essentiel une distribution hiérarchique et fonctionnelle des éléments, eh bien, la sécurité va essayer d'aménager un milieu en fonction d'événements ou de séries d'événements ou d'éléments possibles, séries qu'il va falloir régulariser dans un cadre multivalent et transformable. L'espace propre à la sécurité renvoie donc à une série d'événements possibles, renvoie au temporel et à l'aléatoire, un temporel et un aléatoire qu'il va falloir inscrire dans un espace donné, l'espace dans lequel se produisent des éléments, dans lequel se déroulent des séries d'éléments aléatoires, eh bien c'est, je crois, à peu près cela que l'on appelle le milieu. Le milieu, c'est une notion, bien sûr, qui en biologie n'apparaît, vous le savez, que trop qu'avec Lamarck. C'est une notion qui, en revanche, existe déjà en physique, qui est utilisée par Newton et les newtoniens. Le milieu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qui est nécessaire et suffisant, non pas suffisant, c'est ce qui est nécessaire pour rendre compte de l'action à distance d'un corps sur un autre. C'est donc bien, si vous voulez, le support et l'élément de circulation d'une action. C'est donc le problème circulation et causalité qui est en question dans cette notion du milieu. Eh bien, je crois que les architectes, les urbanistes, les premiers urbanistes du XVIIIe siècle sont précisément ceux qui n'ont pas utilisé la notion de milieu, car autant que j'ai pu voir, elle n'est jamais utilisée pour désigner les villes ni les espaces aménagés. En revanche, si la notion n'existe pas, je dirais que le schéma technique de cette notion de milieu, l'espèce de, comment dire, de structure pragmatique qui le dessine à l'avance, est présente dans la manière dont les urbanistes essaient de réfléchir et de modifier l'espace urbain. Les dispositifs de sécurité travaillent, fabriquent, organisent, aménagent un milieu avant même que la notion ait été formée et isolée. Le milieu, ça va être donc ce en quoi se fait la circulation. Le milieu, c'est un ensemble de données naturelles, fleuves, marécages, collines. C'est un ensemble de données artificielles, agglomération d'individus, agglomération de maisons, etc. Le milieu, c'est un certain nombre d'effets qui sont des effets de masse portant sur tous ceux qui y résident. Le milieu, c'est un élément à l'intérieur duquel se fait un bouclage circulaire des effets et des causes, puisque ce qui est effet d'un côté va devenir cause de l'autre. Par exemple, plus l'entassement est grand, plus il va y avoir de miasmes, plus il va y avoir de miasmes, plus on va être malade, plus on est malade, bien sûr, plus on meurt, plus il y a de cadavres, et par conséquent, plus il y a de miasmes, etc. Donc, c'est donc ce phénomène de circulation des causes et des effets qui est visé à travers le milieu. Et enfin, le milieu apparaît comme un champ d'intervention où, au lieu d'atteindre les individus comme un ensemble de sujets droits capables d'action volontaire, ce qui était le cas de la souveraineté, au lieu de les atteindre comme une multiplicité d'organismes, de corps susceptibles de performance et des performances requises comme dans la discipline, on va essayer d'atteindre, eh bien quoi? D'atteindre précisément une population. Je veux dire une multiplicité d'individus qui n'existent que profondément, essentiellement, biologiquement liés à la matérialité à l'intérieur de laquelle ils existent. Ce qu'on va essayer d'atteindre avec par ce milieu, c'est là où précisément interfère une série d'événements que ces individus, populations, ces groupes produisent avec les événements de type naturel
qui se produisent, quasi naturelles qui se produisent autour d'eux. Il me semble, si vous voulez, qu'avec ce problème technique posé par la ville, on voit, mais ce n'est qu'un exemple, on trouvera bien d'autres, on reviendra, on voit l'irruption du problème de la naturalité de l'espèce humaine à l'intérieur d'un milieu artificiel. Et cette irruption de la naturalité de l'espèce à l'intérieur de l'artificialité politique d'une relation de pouvoir, c'est quelque chose, me semble-t-il, de fondamental. Et je renverrai pour terminer simplement à un texte de celui qui a sans doute été bien sûr le premier grand théoricien de ce qu'on pourrait appeler la biopolitique, le biopouvoir. Il en parle d'ailleurs pour d'autres choses qui est la natalité, qui est bien sûr un des grands enjeux, mais on voit très bien apparaître là cette notion d'un milieu historico-naturel comme cible d'une intervention du pouvoir, tout à fait différente de la notion, si vous voulez, juridique de la souveraineté du territoire, différente aussi de l'espace disciplinaire, cette idée d'un milieu artificiel et naturel, où l'artifice joue comme une nature par rapport à une population qui, tout en étant tramée de rapports sociaux et politiques, fonctionne aussi comme une espèce. Eh bien, c'est donc dans Mots, dans les recherches sur la population, qu'on trouve un texte comme ceci. Il dépend du gouvernement de changer la température de l'air et d'améliorer le climat. Un cours donné aux eaux croupissantes, des forêts plantées ou brûlées, des montagnes détruites par le temps ou par la culture continuelle de leur superficie, forment un sol et un climat nouveaux. Tel est l'effet du temps, de l'habitation de la terre et des vicissitudes dans l'ordre physique que les cantons les plus sains sont devenus morbifiques. Et il se réfère à un vers de Virgile où il est question du vin qui gèle dans les tonneaux, et il dit, est-ce qu'on ne verrait jamais actuellement en Italie le vin gelé dans les tonneaux? Eh bien, s'il y a eu tant de changements, ce n'est pas que le climat ait changé, c'est que les interventions politiques et économiques du gouvernement a modifié le cours des choses au point que la nature même a constitué pour l'homme, j'allais dire un autre milieu, sauf que le mot de milieu ne figure pas chez Mots. Et en conclusion, il dit, si du climat, du régime, des usages, de l'habitude, de certaines actions, il résulte le principe inconnu qui forme le caractère et les esprits, on peut dire que les souverains, par des lois sages, par des établissements utiles, par la gêne qu'apportent les impôts, par la faculté résultante de leur suppression, enfin par leur exemple, régissent l'existence physique et morale de leurs sujets. Peut-être un jour pourra-t-on tirer parti de ces moyens pour donner aux mœurs et à l'esprit une lance à volonté, pour donner aux mœurs et à l'esprit de la nation une lance à volonté. Vous voyez là, on retrouve le problème du souverain, mais cette fois, le souverain, ce n'est plus celui qui exerce son pouvoir sur un territoire à partir d'une localisation politique, géographique de sa souveraineté politique. Le souverain, c'est quelque chose qui a affaire à une nature, ou plutôt à l'interférence, à l'intrication perpétuelle d'un milieu géographique, climatique, physique, etc., avec l'espèce humaine, dans la mesure où elle a un corps et une âme, dans la mesure où elle a une existence physique ou morale, et le souverain, ça sera celui qui aura à exercer son pouvoir en ce point d'articulation où la nature, au sens des éléments physiques, vient interférer avec la nature, au sens de la nature de l'espèce humaine, en ce point d'articulation, là où le milieu devient déterminant de la nature, c'est là que le souverain doit intervenir, et s'il veut changer l'espèce humaine, c'est bien Guimau en agissant sur le milieu. Bon, bien, je crois qu'on a là, si vous voulez, je crois, un des axes, des éléments fondamentaux dans cette mise en place des mécanismes de sécurité, c'est-à-dire l'apparition
non pas encore de la notion du Dieu, mais d'un projet technique-politique qui s'adresserait à lui. Bon, c'est là le premier point, je ne vais pas